Filmer la faune sauvage n'est pas chose facile. Il faut connaître ses habitudes. Et Louis connaît bien ses habitudes. C'est un homme de terrain. Se placer, par exemple, dans une clairière, près d'un bois, le matin de très bonne heure ou le soir. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Il va nous emmener dans son pays, la Belgique. Pour ma part, ici en Bretagne, j'ai beaucoup de mal à filmer cette faune sauvage. Louis Verlaine de Belgique, un chasseur d'images bien sympathique, qui m'a confié une partie de cette nature si proche de lui. Pour info, sa maison n'est pas à vendre. Ces vidéos sont prises presque toutes de sa fenêtre. Le top! Imaginez que vous êtes dans son salon et que vous avez ce spectacle de la nature, la vraie nature, sans bouger de chez vous, au chaud. Allez Louis, nous sommes bien en place, bien calés dans le fauteuil. Action! Nous allons parler du renard roux, de Maître Goupil. Battue administrative, tir de nuit, piégeage, déterrage. Au total, entre 600 000 et 1 million de renards sont victimes de la chasse chaque année en France et en Belgique. Cette destruction organisée, sans aucun quota, s'apparente à un véritable massacre, aussi impitoyable qu'injustifié. Bien qu'il soit utile à l'agriculture, le renard ne cesse d'être persécuté sous couvert d'une prétendue régulation. Or, une quelconque limitation des effectifs implique tout d'abord la connaissance de l'état réel de la population vulpine, ce qui n'est pas le cas. Le renard a un rôle irremplaçable dans la chaîne alimentaire. Prédateur de rongeurs, il évite leur prolifération. Parfois charognard, il participe à l'élimination des animaux malades et des cadavres, évitant ainsi les épidémies. Il exerce une sélection naturelle sans porter préjudice à son environnement. Son régime éclectique n'a pas d'incidence notable sur les aliments qu'il consomme, car il varie son menu, en bon opportuniste qu'il est. Voici ce que disent les défenseurs de sa cause. Pour le chasseur, le renard est un destructeur de gibier et de volailles, donc un ennemi que l'on cherche à anéantir par tous les moyens.
Le renard a été considéré comme un animal nuisible. Mais de nos jours, s'ajoute un autre problème. Il est porteur de la gale. Le renard est présent dans tous les départements où il colonise des milieux très divers, de la plaine à la forêt, en passant par la montagne, jusqu'à 2500 mètres en France, et les agglomérations. C'est une espèce nocturne qui a besoin d'un endroit tranquille pour se reposer le jour. Les abris choisis sont très variés: fourrés, souches, tas de bois, ruines, ronciers et plus rarement terriers pour la mise à bas. Le rut commence en janvier et se poursuit jusqu'au premier jour de mars. La gestation dure environ 8 semaines. La renarde, après avoir visité plusieurs terriers, en choisit un qu'elle garnit des poils qu'elle arrache d'abord de sa poitrine, puis de la zone de ses mamelles. Le nombre des renardeaux est généralement de 5 ou 6, mais il peut osciller entre 3 et 8. À leur naissance, les renardeaux sont de couleur gris-souris et très passifs. Ils sont aveugles pendant une douzaine de jours et leurs oreilles sont tombantes. Leur mère reste couchée sur eux ou près d'eux durant les premiers jours, puis elle ne les visite qu'à intervalles réguliers pour leur donner à téter, se tenant le reste du temps dans un coin du terrier, dans un autre terrier ou même dans des buissons. Les dents des renardeaux font leur apparition au bout de 3 semaines. C'est le moment où le père commence à assurer le ravitaillement. Les renardeaux grandissent rapidement et manifestent bientôt le désir de connaître le monde extérieur. Ils sortent alors du terrier et c'est l'époque où, par les belles journées ensoleillées d'avril et de mai, on peut les voir jouer. Quelquefois aussi, leur mère se mêle à eux. Si rien ne survient, les uns et les autres resteront groupés jusqu'au début de l'été, au lieu qui les a vus naître. Mais, si la mère a l'impression que le terrier a été découvert ou se trouve menacé, elle emporte un par un les renardeaux par la peau du cou dans une retraite plus sûre. Le terrier du renard comporte 3 parties distinctes. La mère, qui constitue l'antichambre, la fosse, dans laquelle l'animal accumule ses provisions et qui présente au moins 2 issues, enfin, la culle, ou habitation proprement dite, qui n'a qu'une seule entrée.
Pendant la plus grande partie de l'année, le renard se nourrit surtout de mulots, de campagnols, de souris, mais aussi de grenouilles, d'insectes, de bousiers principalement, d'écrevisses, d'escargots, voire de charognes. Il adjoint à ce menu des œufs, des oiseaux, des fruits et, lorsque l'occasion se présente, des pièces de gibier. À l'époque de la reproduction, il en va tout autrement. Obligé de nourrir sa famille, il s'empare de la volaille dans les cours de ferme. Outre les lapins et les lièvres, il capture les faisans et les perdreaux, et s'attaque même aux chevrillards, malgré les coups de pied que lui prodiguent les chevrettes et dont il est parfois la victime. La solution pour réguler la population des renards serait donc de les laisser tranquilles, purement et simplement. Le renard n'est d'ailleurs plus considéré comme nuisible dans beaucoup d'esprits, puisqu'on a fini par intégrer qu'il a un rôle prépondérant dans la régulation de la population des petits rongeurs et dans un rôle de protection des cultures attaquées, mais aussi dans la protection contre la maladie de Lyme, dont les petits rongeurs sont porteurs. Existe la croyance populaire du renard qui s'attaque aux jeunes des troupeaux. Quant aux poules, le carnivore ne s'y attaquera uniquement que s'il peut s'y attaquer. Souvent, les poules dévorées sont mal protégées. N'oublions pas que le renard peut creuser. Une clôture ne suffit donc pas à l'arrêter. Le renard rouge souffre encore aujourd'hui d'un laisser-aller total de la part de nos instances qui lui préfèrent le lobby des chasseurs. Comme dans de nombreuses situations, il apparaît que plus on est à même d'essayer de se débarrasser de ce qui nous dérange, plutôt que d'essayer de vivre en harmonie avec. Un peu comme les loups, le renard souffre d'un réel acharnement injustifié qui trouve sa solution dans un effort réel de la part de ses détracteurs pour comprendre et finalement mettre en place des solutions qui permettront à tous de vivre ensemble. C'est alors qu'apparut le renard. « Bonjour, dit le renard. Bonjour.
répondit poliment le petit prince qui se retourna mais ne vit rien. « Je suis là, dit la voix, sous le pommier. »« Qui es-tu » dit le petit prince. « Tu es bien joli. »« Je suis un renard, dit le renard. »« Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince. Je suis tellement triste. »« Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé. »« Ah, pardon, fit le petit prince. Mais après réflexion, il ajouta, « Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?»« Tu n'es pas d'ici, dit le renard, que cherches-tu ?»« Je cherche les hommes, dit le petit prince. Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?»« Les hommes, dit le renard, ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules, c'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules ? Non, dit le petit prince, je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser ? C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. Créer des liens ? Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons, et je n'ai pas besoin de toi, et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais, si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, et je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre, dit le petit prince. Il y a une fleur. Je crois qu'elle m'a apprivoisé. C'est possible, dit le renard. On voit sur la terre toutes sortes de choses. Oh, ce n'est pas sur la terre, dit le petit prince. Le renard parut très intrigué. Sur une autre planète ? Oui. Il y a des chasseurs sur cette planète-là ? Non. Ça, c'est intéressant. Et des poules ? Non. Rien n'est parfait, soupira le renard. Mais le renard revint à son idée. Ma vie est monotone, je chasse les poules, les hommes me chassent, toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu, mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre, le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique. Et puis regarde, tu vois là-bas les champs de blé. Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or, alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé, qui est doré, me fera souvenir de toi. Et j'aimerai le bruit du vent dans le blé. Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince. S'il te plaît, apprivoise-moi. Je veux bien, répondit le petit prince, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands, et comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Que faut-il faire ? Dit le petit prince. Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil, et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus, mais chaque jour tu pourras t'asseoir un peu plus près. Le lendemain revint le petit prince. Il eût mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens par exemple à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures, je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens à n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. Qu'est-ce qu'un rite ? Dit le petit prince. C'est aussi quelque chose de trop oublié, dit le renard.
C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours, une heure des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez mes chasseurs. Ils dansent le jeudi avec les filles du village. Alors, le jeudi est jour merveilleux. Je vais me promener jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se ressembleraient tous, et je n'aurais point de vacances. Ainsi, le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure du départ fut proche, « Oh !» dit le renard, « je pleurerai. »« C'est ta faute, » dit le petit prince, « je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. »« Bien sûr, » dit le renard. « Mais tu vas pleurer, » dit le petit prince. « Bien sûr, » dit le renard. « Alors tu n'y gagnes rien. »« J'y gagne, » dit le renard, à cause de la couleur du blé. Puis il ajouta, « Va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu, et je te ferai cadeau d'un secret. » Le petit prince s'en fut revoir les roses. « Vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose. Vous n'êtes rien encore, leur dit-il. Personne ne vous a apprivoisé, et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Ce n'était qu'un renard semblable à 100 000 autres, mais j'en ai fait mon ami, et il est maintenant unique au monde. » Et les roses étaient bien gênées. « Vous êtes belle, mais vous êtes vide, leur dit-il encore. On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble, mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée, puisque c'est elle que j'ai mise sous globe, puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent, puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles, sauf les 2 ou 3 pour les papillons, puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre ou se vanter, ou même quelquefois se taire, puisque c'est ma rose. » Et il revint vers le renard. « Adieu, dit-il. »« Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. »« L'essentiel est invisible pour les yeux, » répéta le petit prince afin de se souvenir. « C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait la rose si importante. »« C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, » fit le petit prince, afin de se souvenir. « Les hommes ont oublié cette vérité, » dit le renard, « mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose, » répéta le petit prince, afin de se souvenir. Et Louis a aussi des chevreuils. Le chevreuil, que l'on chasse selon des périodes bien définies par la réglementation en vigueur, est un mammifère herbivore sauvage. Ce magnifique animal peut être observé en forêt comme en campagne,
Découvrons ses principales caractéristiques, son mode de vie et de reproduction, ainsi que son alimentation. Faisons aussi le point sur les différences qui le distinguent du daim et du cerf et l'aff, avec lesquels il est fréquemment confondu par une bonne majorité d'entre nous. Sa robe est de teinte tirant sur le brun clair et son chanfrein est grisâtre. Toutefois, en fonction de son âge, le pelage du chevreuil change d'aspect. Ainsi, le faon, jusqu'à 2 mois, possède des taches claires bien alignées. Cet animal mue 2 fois par an. Ses poils sont roux au printemps, gris brunâtre en automne, et en hiver, certains chevreuils arborent 2 zones de poils clairs à la base du cou que l'on nomme des serviettes. Pour les bois en velours, c'est uniquement au moment de la repousse. Les velours disparaissent, la repousse terminée. Il est doté d'une musculature puissante et malgré ses pattes fines, il est capable d'atteindre une vitesse de pointe frôlant les 100 km/h. Ses bonds atteignent allègrement 200 cm de hauteur. Le chevreuil peut donc, grâce à ses dispositions exceptionnelles, fuir rapidement en franchissant des obstacles de grande hauteur, comme les clôtures par exemple. Sa vitesse moyenne est d'environ 70 à 75 km/h et de 40 km/h sur une longue distance. Les chevreuils qui vivent dans les régions où l'on ne trouve ni lynx ni loup, leurs principaux prédateurs, sont moins entraînés à la fuite, donc moins puissants. L'espérance de vie du chevreuil est de 10 à 12 ans à l'état sauvage. Mais certains individus peuvent vivre pendant une bonne quinzaine d'années. Ce bel animal étant sédentaire, il reste tout au long de sa vie dans sa zone territoriale dont la superficie peut varier de 30 à 100 hectares. Durant l'hiver, lorsqu'il évolue en milieu ouvert, le chevreuil vit en groupe composé d'au moins une dizaine d'individus, à savoir une mère et ses petits, ainsi que parfois d'autres chevreuils qui ont eu l'audace de s'intégrer à ce groupe social. Il marque son territoire en se frottant contre les arbres, marquage olfactif, et gratte les troncs de ces bois, marquage visuel. Cet animal sauvage fuit la présence de l'homme, mais cela ne l'empêche pas de s'approcher des habitations durant la période nocturne et jusqu'à l'aube. Les chevreuils adoptent 2 types de communication.
différentes postures, ainsi que le cri que l'on appelle l'aboiement pour les adultes et le piaulement pour les faons. C'est un mammifère herbivore, sauvage, des sous-bois, et l'on peut le croiser très fréquemment en hiver dans les forêts. Ce ruminant se nourrit de préférence de végétaux riches en azote, car très digestes. Il essaie tout à fait d'éceler les herbes qui lui conviennent le mieux. Il consomme aussi de jeunes branchages, des broussailles, ainsi que des bourgeons. C'est ce que l'on appelle l'abroutissement. Depuis quelques années, le chevreuil s'approche plus volontiers de nos campagnes et des terres cultivées. Ainsi, le régime alimentaire des nouvelles générations de chevreuils s'est un peu modifié, car les faons élevés dans les zones céréalières plutôt que dans les espaces forestiers se sont adaptés. Ils se nourrissent principalement de plantes dicotylédones, de graminées, de feuilles d'arbres en périphérie, comme les érables, les cornouillers, les charmes et les chênes. En hiver, le chevreuil modifie son alimentation qui se compose de champignons, de ronces, de lierres, de bruyères et de quelques autres végétaux qu'il trouve ainsi que des faînes et des glands. Le mâle atteint sa maturité sexuelle à l'âge de 12 mois si sa masse corporelle est suffisante. Et la chevrette à 14 mois, à condition toutefois qu'elle ait atteint un poids de 20 kg. À défaut, ils deviennent matures un peu plus tard. Le brocard s'accouple avec plusieurs femelles. Il est donc oligogame. La période de rut se déroule du mois de juillet au mois d'août.
la période de reproduction chez la chevrette est particulier, car l'implantation de l'œuf fécondé est différée. C'est ce que l'on nomme la diapause embryonnaire, ou encore l'ovo-implantation différée. L'œuf ne se développe qu'après 170 jours, si bien que la gestation ne débute qu'en toute fin du mois de décembre, ou au plus tard, au cours des premiers jours de janvier. Elle dure plus ou moins 130 jours. La chevrette met bas en mai ou juin, et 8 chevrettes sur 10 de la même zone territoriale donnent naissance à leur progéniture à la même période. On nomme ce phénomène la synchronie des naissances. Une femelle peut avoir 2 faons, plus rarement 3, au cours d'une portée, chacun pesant entre 1 et 2 kilos. La mère nourrit ses petits qui passent le plus clair de leur temps couchés dans des zones végétalisées où ils restent abrités des vents, mais aussi bien cachés pendant le premier mois qui suit leur naissance. À l'âge de 6 mois, le juvénile devient un chevrillard. C'est à ce moment que 2 bosses apparaissent sur son front. Là où apparaîtront quelques mois plus tard 2 petites broches ou dagues que l'on appelle également les brocs. C'est pourquoi le chevreuil à partir d'1 an est aussi appelé brocard. De nombreuses personnes confondent souvent chevreuil et cerf. Il s'agit pourtant de cervidés bien distinctes. Il faut donc retenir que le chevreuil est le plus petit cervidé d'Europe. Il est dépourvu de queue et possède sur le fessier une zone de poils blancs en hiver et jaunâtre en été, que l'on appelle le miroir ou la rose. Chez la femelle, cette rose a la forme d'un cœur. Le mâle possède un pinceau pénien et porte des bois qui tombent en automne. La femelle est la chevrette. Le petit, qui n'a pas encore atteint l'âge de 6 mois, est appelé le faon. Dès l'âge d'1 an, le mâle est souvent désigné par le terme brocard. Le cerf élaphe, Cervus elaphus, est le plus grand mammifère de nos campagnes. Il mesure près de 140 cm au garrot et peut atteindre un poids de 200 kg. Le mâle possède une queue et de grands bois.
Ceux-ci sont caducs, c'est-à-dire qu'ils tombent et se renouvellent chaque année. La femelle, plus petite que le cerf, est la biche. Quant au petit, il est également appelé le faon. J'espère que je n'ai pas été trop long dans mes explications. Encore un grand merci à Louis pour ce partage. C'est magique.